Mais oui, mais il faut protéger les Français. Et vous-même, vous disiez il y a encore quelques jours, mais l'épidémie est finie. Et que vous n'alliez pas un peu vite en besogne. Non, pas du tout. Non, l'épidémie, ce qu'on appelle l'épidémie, oui, est terminée depuis... Alors expliquez-nous. Eh bien, écoutez, l'épidémie a eu lieu entre le 1er mars et le 1er mai, en gros. C'est ce qu'on appelle une épidémie, c'est-à-dire une montée très rapide du nombre de cas, montée très rapide du nombre de personnes hospitalisées, montée très rapide aussi, toutes ces courbes se ressemblent, et puis finissent par s'arrêter. Donc, pendant cette période-là, nous sommes dans une période épidémique. Et là, c'est pas ce qu'on est en train de revivre, là ? Non. Il s'est passé une épidémie avant, et c'est là où j'ai envie d'intervenir, là, parce que sur ce que disait le ministre à l'instant, c'est que nous ne sommes plus dans le même, si vous voulez, à la même époque. Il s'est passé quelque chose avant. C'est-à-dire que nous ne sommes plus, entre guillemets, totalement naïfs vis-à-vis de ce virus. On l'a déjà connu, une grande partie de la population a été exposée à ce virus. Donc nous ne sommes plus dans la même situation, et ce que j'entends ici, c'est qu'on essaye de nous faire croire que nous sommes exactement au même endroit qu'il y a 6 mois. Ce qui est absolument faux. Tout le monde peut s'en apercevoir. On peut s'en apercevoir vous-même, si vous voulez, dans notre vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a des quantités de gens dans les hôpitaux ? Certainement pas. Je viens de voir à l'instant 122 personnes. Là, c'est ce que oui, dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône. Mais pardon, alors, pas beaucoup de monde dans les hôpitaux, sauf que la PHP, quand même, les hôpitaux de Paris ont pris quand même une décision radicale cet après-midi, annonce que 20% des opérations chirurgicales sont reportées dès ce week-end, et visiblement, peut-être même jusqu'à 50% à partir de la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il y a un nombre d'occupations de lits qui devient de plus en plus préoccupant, non ? Alors vous comprenez, là, vous avez un mécanisme magnifique. Vous êtes en train de faire une démonstration. Vous confondez l'événement sanitaire et les mesures sur l'événement sanitaire. Et vous me dites, donc vous inversez la logique. C'est-à-dire que vous me dites, il faut faire très attention parce que on est en train de mettre en place des mesures. Mais non, mais on met en place des mesures lorsqu'il y a un problème. Mais on ne va pas dire il y a un problème parce qu'on met en place des mesures. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un vrai problème. Et ça, on l'entend tout le temps. Maintenant, ce que vous avez pu remarquer, c'est le vocabulaire de peur généralisée, d'anxiété, si vous voulez. Et c'est le point pour lequel vous m'invitez. Nous avons diffusé une tribune aux alentours du 10 septembre dernier. 200 chercheurs, toutes disciplines confondues, l'ont signée, et cette tribune s'intitule « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». Oui. Donc, il y avait le professeur Toussaint, beaucoup de monde, vous-même, etc. Absolument. Mais je voudrais savoir, effectivement, vous savez, on est extrêmement perdu, enfin je parle du public, des citoyens, des téléspectateurs, de nous-mêmes, dans ces chiffres. Alors, c'est quoi ? Tout le monde avance des chiffres du matin au soir, du soir au matin, notamment les hôpitaux. Moi, j'ai 2 chiffres, je voudrais savoir s'ils sont exacts ou pas, à votre avis. Par exemple, le tableau de l'évolution entre le 15 juin, après le confinement, 2 mois après, 1 mois du déconfinement, jusqu'au 23 septembre. Or, les Bouches-du-Rhône, qui est au centre, dans l'œil du cyclone, il est premier en nombre de cas, mais 83e des départements en taux de mortalité. Alors franchement, pour éclairer le public, qu'est-ce qui compte ? Ce sont les cas ou ce sont les décès ? Ce qui compte dans une épidémie, d'une manière générale, ce sont les personnes gravement malades. Une épidémie de personnes ayant des petits signes, genre est-ce qu'on parle d'épidémie de rhume, ou même les épidémies de grippe, par exemple. On sait que c'est saisonnier, ça arrive tous les ans, et puis voilà, de temps en temps, il y en a un peu plus, etc. Mais on parle d'une épidémie sans que ça arrête l'intégralité de l'économie, voire de la France. Donc, le vrai indicateur, ce sont les gens malades et suffisamment malades pour être pris en charge par le système hospitalier. Hospitalier, absolument. Ensuite, il y a un deuxième indicateur extrêmement puissant, celui-ci, c'est la mortalité. Donc, des malades graves, de la mortalité. Et c'était d'ailleurs les 2 indicateurs qu'on nous a donnés à longueur de journée, si vous voulez.
À cette époque, je vous signale qu'on ne parlait pas du tout d'incidence. Je m'en étonnais d'ailleurs, puisque pour un épidémiologiste, l'incidence est la base. Si vous voulez, c'est la base de compréhension de la dynamique d'une épidémie. Là, on nous parlait en cas cumulé. L'incidence. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas. C'est ça. Pendant un temps donné, dans un lieu donné. C'est une notion spatio-temporelle, si vous voulez. Et l'incidence brute comme ça ne signifie même rien. Il faut toujours la rapporter à la population d'intérêt, c'est-à-dire la population du lieu en question. Ça s'appelle le taux d'incidence, mais par extension, on appelle ça l'incidence. Alors, le Covid, pourquoi, à votre avis? Sur les chiffres, juste parce que, pardon, ça m'interpelle et je voudrais bien comprendre, parce que, d'accord, sur les nombres de nouveaux cas, on est à plus de 13 000 toutes les 24 heures. Donc, effectivement, ça nous mais c'est ce qu'on a dit. D'accord, mais sur le nombre de morts, plus 43 rien qu'hier, c'est en constante augmentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on continue... Non, ça veut dire que les décès pour cause de coronavirus repartent à la hausse. On est bien d'accord? Non, on n'est pas du tout d'accord. Et ça, c'est pas une épidémie. Non. Et vous voyez vous-même, lorsque vous énoncez tout ça, vous répétez quelque part ce que vous entendez. Effectivement, il y a une hausse, mais cette hausse sont sur des chiffres, des nombres très faibles, et elle est très lente. Dans une épidémie, l'important, c'est l'augmentation très forte d'un nombre de décès. Là, on n'est pas dans une augmentation très forte. Plus 43 en 24 heures, c'est pas très fort. Bah, écoutez, quand vous passez de 10 à 20, ça fait plus 100%. Je ne veux pas rejoindre la chose. Il ne faut quand même pas raconter. Non, mais il ne faut pas annoncer des chiffres. Pardon, je ne dis pas ça pour vous. Les 43 par rapport à ce qui s'est passé avant en mars-avril. On est obligé, sinon on dit n'importe quoi. Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé en mars-avril, qui était là, n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et pourquoi on dit ça? Parce que moi, je veux dire, par rapport à ce qui est en train d'être vécu, on est en train de nous dire qu'on ferme tout. Or, le problème du virus, c'est quoi? On ferme quoi? Je veux dire, moi, très, très sincèrement, le problème, c'est que les transports en commun, on ne touche pas, le travail, soi-disant, on ne touche pas, mais en revanche, les bars, les restaurants, etc., on touche. Et moi, j'ai été frappé d'une chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que quand on est en terrasse de café, il n'y a pas un masque, hein, on ne le tient pas, le masque. Quand on est debout à 50 cm, si vous n'avez pas le masque, vous avez... Donc, le virus ne s'attaque aux personnes au debout et pas aux personnes assises. Il y a quand même quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous ne sommes plus à une incohérence près, vous avez remarqué ça. Les incohérences sont partout. On pourrait en citer beaucoup. C'en est une, il y en a beaucoup d'autres. Effectivement, le port du masque à l'extérieur, rien ne le justifie. On pourrait revenir là-dessus. Je ne suis pas un anti-masque. Hein. C'est pas mon problème. Le problème, c'est de le porter, si vous voulez. Le porter d'une manière inadéquate. Et puis, il y a quelque chose de massif, je le répète en permanence. Et pour répondre aussi à votre question, la notion de cas. Je vais revenir. Il ne s'agit pas encore de rentrer dans le système des... Nous sommes sous la dictature des chiffres, mais j'aimerais vous donner au moins un chiffre. Ces cas, d'abord, ce ne sont pas des cas, ce sont des gens qui sont testés positifs, d'accord? Mais il y a, à l'heure actuelle, sur 10 millions de personnes testées, c'est un échantillon énorme, il n'y a que 5% de gens positifs, ce qui veut dire quand même 95% de gens innocentés, on va dire, vis-à-vis de j'ose m'exprimer comme ça, mais c'est-à-dire des gens qui ne portent... Pardon ? Ce taux ne cesse d'augmenter aussi, ce taux de positivité. Oui, mais ce sont des chiffres extrêmement faibles. Ouais. Et de toute façon, parmi ces 5%, il y a encore 95% de gens qui sont pas symptomatiques ou peu symptomatiques. Ça veut dire que le nombre de personnes réellement malades, c'est extrêmement faible dans cette population. Et juste ce chiffre que tout le monde, ce raisonnement aussi bête que je répète à l'envi depuis maintenant des semaines, tout le monde peut le faire, ce constat. Et pourtant, hier, on nous a, le ministre de la Santé nous a utilisé ce type d'indicateur pour nous dire que tout était extrêmement grave et que ça allait empirer de plus en plus. Il se trouve que ce chiffre-là, ce chiffre,
baisse. On nous avait dit il y a quelques semaines... Le chiffre de quoi baisse? Le chiffre des cas positifs. Des cas positifs. Parce qu'il faut bien on nous a dit parce que les gens entendent, effectivement, enfin, et je comprends, que les cas positifs, c'est les malades. Ce sont les malades ou les contagieux. Ce qui est le contraire. Oui. C'est pas séropositif. En plus. Là, c'est une autre question, en plus. Mais on pourra rentrer dedans. Mais si vous voulez, il y a quelques semaines, on nous disait le nombre de tests positifs est en augmentation exponentielle. Aujourd'hui, non seulement il a plafonné, mais il descend. C'est complètement aberrant. Un chiffre comme celui-ci qui baisse est la justification de la mise en place de mesures complètement disproportionnées. Je vais être naïve encore une fois. Allez-y. Pardon, mais je n'ose imaginer un gouvernement prendre ce genre de mesures juste pour le plaisir. C'est qu'il y est contraint face à une situation sanitaire inquiétante, non ? Eh bien, écoutez, là, vous cherchez des explications qui sortent de mon domaine de compétences. Moi, je suis épidémiologiste. Je ne suis pas quelqu'un qui met en place des mesures. Je les constate, je les subis, mais je ne suis pas quelqu'un qui met en place des mesures. Mais je peux essayer de réfléchir en tant que citoyen. Non, mais vous pouvez en juger. Est-ce qu'elles sont, à votre avis, justifiées, légitimes ou pas? Ça, vous pouvez le faire. Oui, je peux le faire, et je vais le faire d'ailleurs. Oui. Ces mesures nous semblent collectivement, parce que... Oui, vous êtes un certain nombre à penser ça, oui. Nous semblent totalement disproportionnées par rapport à la réalité, à une réalité que chacun, dans sa vie quotidienne, constate. C'est-à-dire que le danger, si vous voulez, le danger n'existe pas, et il y a une forme de décalage entre ce que l'on entend et la réalité vécue par les gens. C'est-à-dire que ces gens qu'on va empêcher, on va interdire de se voir, de se balader, etc., ne constatent pas autour d'eux un danger extraordinaire, ni autour d'eux, ni dans un voisinage encore plus lointain. Ça ne correspond à rien. Or, il y a là une sorte de montée en puissance, une épidémie d'informations folles et de mesures encore plus folles. Donc, c'est ce décalage-là qui finit par devenir révoltant, si vous voulez. Révoltant. Et vous trouvez, par exemple, qu'aujourd'hui, pour parler de vous savez, on a vu de la carte de France rouge et écarlate. Est-ce que vous trouvez, oui, on a fait les... Alors, ça correspond à quoi? Par exemple, toutes ces villes, Paris, parce qu'il n'y a pas que Marseille. Enfin, Marseille, ça va beaucoup plus loin. Mais Paris, Lyon, Montpellier, Bordeaux, etc. Rennes, Bordeaux, Rennes, etc. Est-ce que, par exemple, parce que prenons l'avocat du gouvernement, je n'ai pas dit du diable, mais du gouvernement, c'est pas le diable, loin de là. Elle dit, attendez, est-ce que... je ne pense pas que ce soit le diable, malheureusement. Est-ce que effectivement, ils disent pas, oui, mais écoutez, dans le doute, ne faut-il pas prendre le principe des précautions, pousser à bout et effectivement faire attention parce que on ne sait pas, en fait, et on pousse à bout le principe des précautions. Vous citez Ancionas dans le principe de responsabilité, in dubio pro malo. C'est-à-dire, dans le doute, eh bien, tu prends la mesure maximum. Pour moi, c'est le contraire de l'intelligence. C'est-à-dire, c'est même l'anesthésie de l'intelligence. Quelqu'un qui doit prendre des décisions ne peut pas vivre tout le temps dans cette perspective de régler immédiatement un problème qui, en l'occurrence, ne correspond pas à une réalité tangible. Tangible et vécue. En revanche, les mesures qu'ils prennent ont des conséquences très grandes, j'allais dire dramatiques, mais je ne veux pas utiliser ce mot. Comme par exemple, quand vous dites conséquences. Vous le savez beaucoup mieux que moi en économie, mais je vais passer ça. Les conséquences sanitaires sont immenses aussi, puisque lorsque les gens ont peur, ils n'ont même plus envie d'aller se faire soigner. Ils ont peur d'aller se faire soigner, et on a vu ça d'une manière invraisemblable au moment de la fameuse épidémie où les gens qui avaient besoin de soins refusaient d'aller dans les hôpitaux. Et on a vu des hôpitaux vides, je peux vous le dire. Certains hôpitaux étaient vides et des médecins étaient au chômage, ne faisaient plus rien. C'est-à-dire que ça avait été les opérations ont été déprogrammées, etc., etc.
Écoutez, si vous voulez, on repousse sur les générations futures le problème, si vous voulez, on repousse le problème. Et le problème est de plus en plus grave. Est-ce que, alors, vous parlez d'économie, mais est-ce que psychologiquement, du point de vue du moral, est-ce que ça touche aussi beaucoup? Je sais que vous êtes épidémiologue et pas psychologue. Non, je ne suis pas, mais et je déteste la notion de bon sens. Hein. Je ne crois pas au bon sens. Le bon sens, c'est celui qu'on peut avoir comme ça, mais de toute évidence, lorsque vous avez une sorte de chape, de plomb, de peur sur vous, d'une manière presque évidente, ça va beaucoup moins bien. Et ça, si vous voulez, les flux entre les gens se passent beaucoup moins bien. Et tout est comme ça. Et donc cette peur, effectivement, cette anxiété permanente. Et on ne sait, le pire, c'est qu'on ne sait même pas quand ça va s'arrêter. Avec la perspective d'une autre vague, qui est une théorie absolument folle, qui ne repose sur rien. Merci beaucoup, professeur, de bien avoir répondu à nos questions.